va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va peut-être pas parler tout de suite, Corentin de Sales, de l'immortalité. On va revenir sur la question de l'emploi qui nous intéresse aujourd'hui, enfin, qui est une des questions, en tout cas, qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on le disait, pour les uns, les nouvelles technologies, la robotisation, proposent ou promettent des opportunités formidables d'emploi, mais pour d'autres, elles font peser des menaces importantes sur... elles menacent, disons, les conditions de travail des travailleurs, et elles remettent aussi en question un certain nombre de valeurs que les uns et les autres, vous avez d'ailleurs déjà exprimées ici. Alors, je vais commencer avec vous, Messine. Alors, on ne va pas suivre à chaque fois le même trajet, mais... ben non. Et donc je vais commencer avec vous, avec ces premières questions sur l'emploi. D'abord, opportunité ou pas, et puis quelle est la marge de manœuvre encore, vu le développement frénétique de ces nouvelles technologies, quelle est encore et quelles sont les marges de manœuvre des pouvoirs publics et des États? Avant de répondre plus directement à la question, ce qu'on essaye de faire, parce qu'on a produit un certain nombre d'études là-dessus, et quand je dis nous, c'est Etopia, vous pouvez les retrouver sur le site d'Etopia, etopia.be, c'est qu'on a essayé de replacer aussi cette transition numérique, parce que c'est de ça, l'automatisation, etc., dans un contexte plus large qui est celui d'un vrai bouleversement en fait de l'emploi sous l'effet de plusieurs vagues transformatrices. Il y a celle du numérique, il y a aussi celle de la transition écologique, qui est une transition très importante, qui va changer beaucoup de choses dans la manière dont fonctionne notre économie. Il y a l'effet de la mondialisation, et puis il y a un certain nombre d'effets plus sociologiques, vieillissement de la population, etc. Donc, si on veut vraiment comprendre l'impact de l'automatisation, il faut nécessairement placer ça dans un contexte où le marché de l'emploi, le monde du travail va être impacté par plusieurs mutations en même temps. Et donc, tout l'enjeu d'une réflexion, me semble-t-il pertinente, c'est d'articuler ces différents leviers-là, mais on n'aura pas le temps de le faire ce soir, mais je voulais tout de même le dire. Deuxième élément intéressant, moi j'aime beaucoup l'histoire, et je trouve qu'il y a dans la révolution industrielle des enseignements qui sont pas définitifs, parce que l'histoire se répète jamais, mais qui sont quand même assez enrichissantes pour notre vision actuelle. En 1820, dans les années 1820, du fait de l'accélération de la mécanisation, ça a donné lieu, et ça a été dit, à des formes de révolte. Le mouvement le ludisme, le mouvement qui a consisté dans les campagnes et dans les usines à détruire ici les moissonneuses-batteuses mécaniques, ici les machines à outils dans les usines. Tout cela a engendré beaucoup de craintes, et c'est des craintes qui sont tout à fait similaires à celles qu'on rencontre aujourd'hui. Ça, c'est ce qui se passe dans les années 1820. Dans les années 1830, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les penseurs socialistes en partie, mais pas simplement, aussi des penseurs libéraux, ont intégré la question de la mécanisation comme étant une donnée, et la question politique qui se posait dès lors, c'était pas de savoir si on était pour ou contre les machines, mais comment est-ce qu'on allait se répartir la productivité qui est créée par ces machines-là. Autrement dit, c'est poser la question sociale sur la question du machinisme. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas dans une situation fondamentalement différente. Et pour répondre à la question de l'opportunité, je pense que c'est une opportunité, à la condition que ces progrès-là soient, comme je l'ai dit en introduction, quelque part civilisés, ramenés dans un cadre qui soit démocratique, éthique, écologique, mais aussi qu'on adapte en fait notre modèle social, notre rapport à l'emploi, notre rapport au travail, pour qu'on puisse tirer profit et pour que ce soit un facteur, pour le coup, de civilisation, de progrès humain véritablement. Et donc, tout ça, c'est très conditionné. Est-ce qu'on va réussir à rencontrer l'ensemble de ces conditions? Rien d'évident, mais il y a des marges de manœuvre. Et je pense que la question la plus fondamentale que ça pose, parce que je ne vais pas pouvoir entrer dans les précisions sur qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en termes de politique sociale, et peut-être que ce sera dit par ailleurs, je pense que ça doit nous amener à reconsidérer vraiment fondamentalement la catégorie même de la politique, et plus concrètement les niveaux d'action politique. Autrement dit, est-ce que c'est à partir de la Belgique, ou a fortiori de la région wallonne ou de la région bruxelloise qu'on va réussir à civiliser ces progrès technologiques? Moi, je ne le crois pas. Donc ça pose la question du niveau d'action politique, et je pense que ça peut amener une réflexion nouvelle sur le niveau européen qui a montré qu'il était capable de gérer ces questions de régulation numérique, notamment avec toute la question de la gestion et de la réglementation autour des données personnelles. Ce niveau de pouvoir-là peut être réenchanté s'il prend sa part dans la nécessaire domestication en fait du progrès technologique au service du progrès humain.
Peut-être une rapide sous-question quand même. Est-ce que les États n'ont pas néanmoins des leviers, et comme par exemple le levier... Pardon. Ça pose néanmoins la question, par exemple, du levier fiscal. Donc les États ont en main néanmoins des possibilités d'action. Il y a des possibilités d'action, quoi qu'il en soit, mais par exemple sur la question de la taxation des robots. C'est un des outils fiscaux qui arrive très vite dans le débat lorsqu'on aborde ces questions-là. Moi, à titre personnel, je n'y suis pas favorable, non pas parce que je pense que ce serait contre-productif, mais tout simplement parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on définit un robot. C'est un grand problème. Un logiciel, Excel, c'est un robot. Excel a remplacé des étages et des étages de secrétaires à l'époque qui intégraient et organisaient les données. Un fichier Excel, ça remplace des centaines de... Est-ce qu'on va taxer des fichiers Excel? Comment est-ce qu'on fait? Je me demande vraiment où commence la définition du robot. Et c'est pour ça que je pense que nos catégories fiscales, pour le coup, me paraissent assez élastiques et solides que pour gérer ça. Alors Isabelle Emery, je vais vous demander de rebondir, puisque au PS, certains ont pris des positions, en tout cas on réfléchit à cette question de la taxation des robots. Quelle est votre réaction? Oui, donc vous le disiez dans l'introduction, en Wallonie, il y a une proposition qui avait été faite par le ministre Christophe Lacroix pour la taxation des machines des robots plutôt, qui faisaient en sorte que l'emploi des moins qualifiés était dégradé, mais ça n'a pas pu être mis, donc ça n'a pas pu être opérationnalisé avec le changement de majorité. Donc il y a des initiatives. Ceci dit, je pense que les études qui ont été faites sur l'impact de la digitalisation sur le marché de l'emploi ne sont pas alarmistes si on prend le bon tournant. Donc il y a une étude qui a été faite par, et je vais la citer, c'est l'étude Be the Change par Agoria, Actiris Forum, le Forum et le VDAB, et qui fait état évidemment de la disparition de certains métiers d'ici 2030, mais qui dit aussi que pour chaque emploi perdu, 3,7 autres seraient créés. Ce sont des chiffres intéressants, même si, à mon avis, on reste quand même dans un grand flou et qu'ils ne sont sans doute pas tout à fait certains. Et cette étude dit que certains emplois disparaîtront, ça c'est une réalité, mais que d'autres se transformeront. Alors, évidemment, c'est pas alarmiste si on fait les bons choix et si on prend le tournant à bras-le-corps, parce que ce qu'il faut faire, évidemment, c'est que les travailleurs soient mieux formés et qu'il y ait cette transition numérique qui puisse se faire. Il cite aussi un chiffre de 584 000 postes vacants qui seraient non pourvus d'ici 2030. D'où, je pense, le rôle que l'on doit jouer dans cette transition numérique, avec une culture de la formation en entreprise pour prendre son tournant. Et c'est vrai aussi une part non négligeable des autorités publiques en matière de formation secondaire et supérieure pour amener à ce que le marché du travail puisse être pourvu dans ces métiers-là. Il y a les métiers en forte demande et qui le seront de plus en plus dans cette digitalisation. Mais je crois que l'impact sur le marché de l'emploi ne sera pas aussi négatif. En tout cas, les études le déterminent ainsi. Donc ceux qui évoquent notamment un chômage technologique de masse, c'est une expression effectivement qu'on voit circuler. C'est une vision catastrophique selon vous, catastrophiste ou alarmiste? Je pense qu'elle ne sera pas alarmiste si chacun prend ses responsabilités, à la fois dans le monde de l'entreprise, à la fois dans le monde de la formation, pour amener les travailleurs à ce degré de connaissance suffisant pour pourvoir ces métiers futurs. Ouais, est-ce que tous les travailleurs, rapidement, et après je continuerai le tour de table, est-ce que tous les travailleurs seront logés à la même enseigne? Dans le futur. Sur ces questions-là,
par rapport à cette question d'adaptabilité aux nouveaux emplois. On parle d'emplois qui vont nécessiter des compétences de plus en plus complexes, de plus en plus importantes. Est-ce que ça ne va pas créer justement une dualité entre des travailleurs qui vont, et une forme d'injustice entre des travailleurs qui ne seront pas logés à la même enseigne dans cette révolution technologique et numérique? D'où la nécessité de prendre le problème dès le plus jeune âge dans la formation et de le travailler aussi dans les écoles par tous les outils pédagogiques qui existent en la matière. Ouais, Michael Verboed, quelle est votre appréciation du rôle que les États peuvent jouer et de la situation aussi? On a entendu les chiffres qui ont été, donc l'étude que vous avez citée, Isabelle Emery, il y a des chiffres qui sont beaucoup plus alarmistes que ces chiffres-là. Quelle est votre position? Mais d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, et pour vraiment clarifier ma pensée, les oppositions fondamentales entre le capital et le travail, pour le dire clairement, ne vont pas être gommées par les avancées technologiques. Et donc les réponses qu'on va donner aux problèmes que vont poser l'arrivée de machines, l'arrivée de robots dans les usines, va dépendre évidemment de quel point de vue on se place. Et le débat, comme on l'a déjà dit, il n'est pas neuf. Il a existé depuis l'arrivée des nouvelles technologies. Et même au 19e siècle, Marx a écrit en long et en large sur la question des machines et sur le fait qu'il ne servait à rien de détruire la machine, mais qu'il fallait plutôt revendiquer une réduction du temps de travail. Et c'est d'ailleurs historiquement comme ça que c'est résolu les problèmes qui ont été posés par les révolutions technologiques et les révolutions industrielles passées. Et donc, évidemment, nous, en tant que PTB, on défend cette réduction du temps de travail et c'est une réponse aux problèmes qui vont être posés par l'arrivée de machines et le probable, peut-être, on ne sait pas quantifier, chômage technologique qui risque d'arriver. Parce qu'il y a des études positives, des études plus alarmistes. Pour l'instant, moi j'en ai lu beaucoup et j'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont lu beaucoup d'études sur ce sujet-là. Ils disent en fait, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il y en a qui disent que ça va créer de l'emploi, il y en a qui disent que ça va en détruire des milliers. Ça reste encore assez flou pour l'instant. Mais évidemment, le fait est que ça augmente la productivité. Qu'un travailleur, avec des nouvelles machines, peut produire beaucoup plus de richesses que ce qu'il en produisait sans, ou avec des machines moins performantes. Et donc la question de la répartition des richesses qui sont produites, pour nous, elle est fondamentale. Et c'est pour ça qu'on prône une réduction collective du temps de travail. Mais c'est évidemment l'opposé que proposent le gouvernement et les patrons. Qui eux vont au contraire dire qu'il faut flexibiliser autant ce marché du travail, qu'il faut, il faut évidemment pas réduire le temps de travail, mais au contraire augmenter les dividendes aux actionnaires, c'est ça qui est fait. Et quand on regarde l'action du gouvernement fédéral sur ce plan, je pense qu'il y a des exemples assez clairs, comme vous avez entendu parler de cette loi qui permet de gagner 6 000 € de revenus annuels sans aucune forme de taxation. Ça, c'est une loi qui a été faite sur mesure pour les plateformes numériques, et notamment pour Airbnb, Uber, Deliveroo, etc., où en fait des gens peuvent travailler pour ces plateformes-là sans cotiser le moins du monde à l'impôt, donc au financement de l'école, des routes, etc., et à la sécurité sociale, donc chômage, assurance maladie, etc. Et donc ça, pour terminer là-dessus, en fait, nous, on pense que les nouvelles technologies sont surtout utilisées par certains partis de droite et par la Commission européenne notamment pour imposer un agenda néolibéral. Au nom de ces nouvelles technologies, on va imposer un agenda néolibéral. Et donc, c'est utilisé comme un cheval de Troie pour avancer en fait des propositions antisociales. Corentin de Sales, est-ce que les nouvelles technologies sont utilisées comme un cheval de Troie pour imposer des mesures néolibérales? Et peut-être plus spécifiquement et sous question, est-ce que, en effet, les bénéfices colossaux qui sont engendrés par la robotisation pourraient justifier de demander une réduction du temps de travail ainsi que la taxation des robots? Oui, donc en fait par rapport à cette loi où je me sens assez concerné en fait, parce qu'on a écrit un livre au moment où cette loi se rédigeait et on voyait assez régulièrement le cabinet Borsu. À l'époque, Borsu était ministre fédéral et c'est lui qui a fait passer cette loi au moment où on l'a passée. Donc ici, nous, on la conçoit avant tout comme une sorte de sas entrepreneurial, c'est-à-dire pour permettre aux gens qui le désirent et qui n'ont pas ni le temps, ni la possibilité, ni peut-être le courage de franchir le pas pour devenir entrepreneur, d'essayer d'avoir une période pendant laquelle effectivement ils regardent, et c'est tout le principe de l'économie collaborative, c'est le fait que vous avez un certain nombre de ressources qui sont soit inutilisées, soit qui sont sous-exploitées, parce qu'on a tous effectivement soit de la place dans sa voiture, soit effectivement un certain nombre de places dans sa maison ou un certain nombre d'objets, etc. Qu'on possède.
pour voir si effectivement ils peuvent pas la partager et faire effectivement, c'est tout le principe de l'économie collaborative, et c'est pour ça qu'effectivement on a fait cette loi. Autre précision par rapport à ce que disait mon voisin, les libéraux ne sont pas en tant que tels opposés à la réduction du temps de travail. C'est même le contraire. En fait, au tout début, en 1870, on a été les premiers à faire voter, les socialistes n'existaient pas encore à ce moment-là, à faire voter des lois effectivement de réduction de temps de travail. À l'époque, ça va vous sembler grotesque, mais 12 heures, c'était déjà une révolution. Et ceux qui bloquaient le plus, c'était, ça ne s'appelait pas encore le CDH à ce moment-là, mais disons qu'effectivement, on a dû conquérir ça de haute lutte. Ça nous a pris 18 ans. J'avais eu l'occasion une fois de raconter ça parce que j'avais été invité par la CSC en disant qu'heureusement, effectivement, qu'il y a eu des gens qui avaient à cette époque-là pu faire avancer la cause sociale. Bon, je dis ça en rigolant. Mais pour ne pas faire de polémique, non, en fait, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas confondre deux choses. C'est la réduction du temps de travail et le partage du temps de travail. Alors là, c'est clair qu'effectivement, tout ce qui concerne le partage du temps de travail, ça en est totalement opposé parce que c'est une recette qui n'a jamais fonctionné. Par contre, l'idée que le temps de travail puisse se réduire, nous, on y est très favorable puisque on se dit qu'il faut sortir d'un certain nombre de paradigmes, ces paradigmes qui consistent à dire qu'il faudrait réglementer le temps de travail. On est au contraire effectivement dans un schéma où on veut beaucoup plus de flexibilité, et c'est vrai qu'on a voté un certain nombre de lois. On veut même rendre ringard d'une certaine façon le concept même de lieu de travail en fait. D'une certaine façon, encore une fois, chacun en fonction de ses besoins a la possibilité. Bon, c'est encore des choses qui doivent être négociées parce qu'il faut évidemment que ça ne soit pas asymétrique. Il ne faut pas évidemment que ça soit le patron qui décide quand une personne travaille ou ne travaille pas. Et il faut évidemment que la liberté de choix soit réelle, au moins autant pour le travailleur, si même pas plus, que pour la personne en question. Pour revenir sur le débat un peu plus qui nous concernait, la taxation des robots, nous on est effectivement tout à fait opposés à cette idée-là, pas simplement, comme le disait très bien Mohsin El Gabri, parce qu'on ne sait pas très bien où s'arrête le robot ou commence effectivement l'outil, mais parce qu'on pense que de manière générale, la robotisation ou le fait de l'outillage de manière générale qui a été inventé au moment même où l'humanité est née d'une certaine façon, puisque l'homme est né avec l'outil, a toujours eu pour objectif d'épargner du travail et d'une certaine façon de faire en sorte qu'une activité puisse être faite avec beaucoup moins de main-d'œuvre que par le passé. Et ça a été un véritable progrès social puisque grâce à ça, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne doivent plus être faites, des choses fatigantes, dangereuses par un certain nombre de gens. Et c'est pas pour autant que, évidemment, ça va générer évidemment des revenus importants pour ceux qui disposent de ces machines, mais c'est pas pour autant qu'il serait légitime de redistribuer de façon beaucoup plus massive l'argent que ces personnes, ces détenteurs des outils de travail, aux autres personnes. D'une part parce que je pense que le travail ne va pas s'arrêter, je pense qu'il y aura toujours d'autres travaux, on en reparlera peut-être plus tard, et d'autre part parce que c'est des choses qui ont toujours existé, et je donne juste un exemple et puis je termine, c'est en 1860, vous aviez quasiment 80% des personnes qui travaillaient dans l'agriculture. Maintenant, vous n'en avez plus que 2 ou 3%. Effectivement, maintenant, vous avez des machines, les moissonneuses-batteuses, qui font le travail, effectivement, de ces 74 ou 76, 77%. Est-ce que on aurait autant progressé dans notre société si on avait dit, à cette époque-là, tiens, on va redistribuer tout le revenu des gens qui possèdent des moissonneuses-batteuses aux personnes qui sont privées de travail? Non, ça n'aurait aucun sens en fait. Et je crois que ça sera la même chose avec la robotisation. Évidemment, il y aura beaucoup moins de main-d'œuvre, mais cette main-d'œuvre va être mobilisée pour quantité d'autres besoins indispensables. Et bon, ça, on en parlera sans doute un peu plus tard. Antoine de Bormann. Je pense que cette question de l'emploi et du lien entre les nouvelles technologies et l'emploi, c'est la question qui en fait crée le plus de craintes et d'inquiétude dans la population. Et donc, en fait, la difficulté que l'on a, c'est que l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies et l'usage qu'on va en faire, les conséquences que ça va avoir sur la structuration économique et donc sur l'emploi, sont en réalité impossibles à prévoir. Aujourd'hui, vous lisez des études. Selon l'étude que vous lisez, vous allez avoir des analyses qui sont extrêmement différentes, qui, pour certaines, vont avoir un impact marginal, d'autres vont avoir un effet spectaculaire. Et donc, parce qu'en plus, cette nouvelle technologie prend des formes extrêmement différentes, que ça aille depuis les prothèses jusqu'à l'intelligence artificielle, le big data ou la robotisation quand vous allez à la caisse de votre supermarché. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir prévoir aussi toutes les possibilités qu'offrent ces nouvelles technologies.
Néanmoins, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elles vont se propager de plus en plus. Et pas uniquement dans des activités de bureau comme on l'a connu avec l'ordinateur personnel, mais dans de plus en plus d'activités différentes et donc de plus en plus d'impact. 3 éléments de réflexion par rapport à ça. Un, je pense qu'effectivement, la question de la répartition des gains de productivité qui est issue de l'utilisation de ces nouvelles technologies est évidemment essentielle. J'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'effectivement les 3 plus grandes fortunes aux États-Unis, ce sont le patron d'Amazon, le patron de Google, le patron de Microsoft. Donc on voit bien qu'il y a un lien direct entre les nouvelles technologies et cette concentration des richesses. Alors taxe sur les robots ou pas taxe sur les robots pour répondre quelque part à ce problème d'inégalité, je pense qu'en fiscalité on doit avoir un principe simple, c'est qu'on taxe les revenus. Les outils ne sont pas encore un revenu. Les robots, c'est un outil. Et c'est impossible, je le disais, de pouvoir identifier si ces outils vont être utilisés dans un sens positif ou plutôt malheureux. Donc taxons les revenus, et taxons les revenus là où ils sont générés. C'est en réalité ça le problème principal que l'on a aujourd'hui par rapport justement à tous ces géants du web. Lorsqu'Amazon vous vend un bien à distance, eh bien l'activité qui est générée ici en Belgique n'est pas soumise à contribution de manière juste là où l'activité est générée. C'est cela en réalité la difficulté, elle est plutôt captée directement par des géants extérieurs. Lorsque vous louez la chambre que vous avez entre autres dans votre appartement, vous faites une transaction, c'est Airbnb qui va capter une plus-value sur la transaction et ce n'est pas suffisamment taxé. Donc je pense que c'est là où, en particulier, l'Union européenne doit avoir un rôle beaucoup plus important pour appliquer en fait une règle qui est appliquée aux États-Unis depuis longtemps, c'est-à-dire que dans la répartition de l'impôt des sociétés, on répartit l'impôt selon l'endroit où l'activité est générée. Je pense que c'est un principe simple et clair qui doit guider la réflexion plutôt que d'appliquer des taxes spécifiques sur, par exemple, les GAFA ou sur les robots, sans pouvoir du coup en freinant du coup des évolutions technologiques dont on ne sait pas aujourd'hui si elles vont apporter du positif ou du négatif. 2, donc je le disais, ces évolutions-là, elles vont certainement se produire. La question, c'est en particulier pour nous, ici, en Belgique, en Europe, est-ce qu'on va tirer maximum d'opportunités de ces évolutions-là? Et on sait que pour en tirer le maximum d'opportunités, il faut un énorme travail d'éducation, de formation. Il faut investir massivement dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que en réalité, la question n'est pas tellement celle d'une opposition entre des technophiles et des technophobes. Aujourd'hui, n'importe qui a un smartphone et a l'occasion de pouvoir accéder à la grande majorité des connaissances dans le monde, chez lui ou à distance. La question, c'est comment est-ce qu'il peut utiliser ces informations-là, comment il peut utiliser et appréhender ces connaissances-là, comment est-ce qu'il va traduire ça dans quelque chose qui a du sens du point de vue de l'activité économique. Donc l'éducation et la formation est essentielle. C'est d'ailleurs pour cela qu'en communauté française et avec le CDH quelque part en aiguillon, on a mené la plus grande réforme inédite de l'enseignement pour véritablement justement accélérer la capacité du monde de l'école de pouvoir quelque part faire accompagner ces évolutions-là. Et je termine par un 3e point. Merci. Lorsque vous voyez justement le développement de ces géants du web, que ce soit Facebook, que ce soit Amazon, que ce soit d'autres, en fait pourquoi ces géants ont tellement de succès? Parce qu'ils créent un monopole. Facebook, c'est un monopole dans l'utilisation des liens qui sont particuliers. D'ailleurs, la raison pour laquelle cela marche, c'est qu'en fait, on utilise tous le même réseau. Or, je pense que derrière ça, la question qui est importante, c'est de savoir justement comment est-ce qu'on évite la création de ces monopoles en créant des technologies qui sont ouvertes. L'open data, l'open source, les logiciels qui sont ouverts, je pense que ça c'est véritablement aussi un enjeu démocratique pour pouvoir permettre l'accès au plus grand nombre de ces différentes technologies, tout comme on le fait d'ailleurs au niveau bruxellois d'ailleurs par rapport à ces technologies pour les permettre l'accès au plus grand nombre. Je pense que cette question de l'accessibilité là, elle est véritablement essentielle aussi pour répondre à cette espèce de multiplication des géants qui maîtrisent à distance ce qui se passe ici.